Eh bien bonjour. Je suis ravi de présenter ce petit sujet ici qui représente un peu pas mal de travail avec mon coéquipier Yacine. Donc un petit sujet autour des vulnérabilités qu'on a remontées à Palo Alto, donc Global Protect, qui est le client VPN qui est proposé par Palo Alto. Donc on va se présenter rapidement en fait. Donc je m'appelle Maxime Escourbiac, je suis responsable de la Red Team au sein de Michelin, donc un ancien Lisima, donc Clermontois on va dire d'adoption. Et alors Yacine, on aurait pu faire cette présentation en deux, mais Yacine, qui est légende à Abicom, a préféré travailler sur le CTF. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, il a préféré faire le CTF. Hein. Donc du coup, moi, je suis seul aujourd'hui du coup, à vous présenter ce sujet-là, mais il a largement contribué sur le sujet. Donc je suis pas sponsorisé par NordVPN, même si voilà, on pourrait. Donc souvent on entend parler de VPN, on voit les youtubeurs et les Instagrammeurs qui parlent de ce type de solution. Donc il y a pas mal on va dire dans la publicité on va dire de mauvaises raisons d'utiliser un VPN. Donc je rappelle à quoi sert un VPN. Donc un VPN, alors, n'est pas utilisé uniquement pour avoir Disney Plus ou Netflix moins cher. Avant tout, ça sert un peu à sécuriser. Alors à sécuriser un peu des flux réseau. Donc à chiffrer entre le client et le serveur un flux. On entend souvent derrière, si vous n'utilisez pas de VPN, les hackers vont vous récupérer vos données. Bon, c'est pas tout à fait vrai en fait. Si on utilise du HTTPS, etc., il y a d'autres mécanismes, quand même, heureusement, qui permettent d'éviter la personnification. Euh, donc voilà, ça c'est pour le VPN. Global Protect. Alors Global Protect est le client VPN proposé par Palo Alto. Donc il va se connecter après sur leur serveur VPN PanOS, qui a eu quelques vulnérabilités. Donc concrètement, comment ça marche Palo Alto? En fait, on a deux services, enfin deux applications en une. On a le PAN GPA et le PAN GPS. Alors pourquoi il y a deux applications? C'est qu'il y en a une, il y a toujours une interaction utilisateur, c'est-à-dire qu'un utilisateur va devoir rentrer le serveur VPN, éventuellement des credentials, etc. Donc ça se fait à la maille userland. Et comme un VPN a besoin d'accéder à pas mal de ressources bien cachées, on va dire, avec des droits administratifs, on a un service qui tourne à NT System qui s'appelle PanGPS. Donc on le voit ici. Donc c'est un service qui a des droits privilégiés. Donc pour communiquer entre les deux, il y a des systèmes de communication IPC. Ce n'est pas le but de la discussion aujourd'hui, mais il y a des petits éléments. Donc généralement, comment ça se passe, en fait, c'est que derrière, on va récupérer la configuration DNS, alors qui peut être descendue via le DHCP, ça fait partie des éléments. Donc ensuite, ça initie en fait une login request sur le portail, c'est-à-dire que c'est le portail de connexion du serveur VPN. En fonction des paramètres qui sont définis, c'est-à-dire qu'on peut déléguer l'authentification à des IDP, donc des serveurs d'identité de l'entreprise, c'est le cas. Et ce qui se passe, c'est que ça va démarrer un petit browser interne, en fait, un petit embedded browser, qui va taper l'IDP et ensuite récupérer les tokens de session connectés. Et en dernier lieu, une fois qu'il y a la configuration qui est tombée du portail, donc les configurations VPN, si on fait du speed tunneling, les gateways qui sont utilisés, les protocoles de chiffrement, etc. Enfin, il y a plein de détails de configuration. Derrière, après, le service va monter les tunnels VPN vers les gateways. Et à partir de là, on a la connexion à Internet. Donc pour ceux qui sont attentifs, qui ont vu l'actualité, en fait, la CVE 2024-5921, on a trouvé avec Yacine, a été co-trouvé par une société qui s'appelle Amber Wolf. Donc ils ont fait un article, ils sont plus réactifs que nous, parce que nous on a encore des articles, mais sous embargo. Donc ils ont fait un article le 26 novembre 2024, juste après la publication de la CVE. Donc ils expliquent comme nous qu'ils arrivent à obtenir une RCE avec le client, en fait, lorsqu'on se connecte sur des serveurs un peu malveillants. Donc ce qu'on voit dans le second paragraphe, en fait, ils obligent un petit peu à utiliser du social engineering. Donc là, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on le montre. Il n'y a aucune info. Nous, on va montrer comment on n'a pas besoin de social engineering. C'est-à-dire que même avec des configurations ordonnées, on arrivait à montrer la RCE. Donc on a un chemin d'attaque un peu particulier. Donc à Michelin, on a fait les choses bien. On a quand même ordonné la configuration. C'est-à-dire que Amber Wolf montre que lorsqu'on donne un serveur malveillant en fait à quelqu'un, on lui dit bah, le nouveau serveur VPN c'est toto.michelin.com par exemple. Bah, derrière, ils arrivent à la RCE. Nous, on a interdit à Michelin le changement de configuration. C'est-à-dire qu'un employé Michelin ne peut pas changer son serveur VPN. Il est forcément connecté sur les serveurs VPN Michelin. Donc nous, on a un petit élément. Donc on a le prérequis, c'est avoir soit un access point qu'on maîtrise, c'est-à-dire un routeur Wi-Fi qu'on pourrait avoir ici,
peut-être. Je ne sais pas si vous avez essayé de vous connecter. Ou maîtriser un routeur, comme ce, euh, ce boîtier qui est juste en dessous de moi. Donc, lorsqu'on applique la configuration DNS, en fait, on va empoisonner l'entrée DNS qui est liée au portail, c'est-à-dire qu'on va récupérer et on va le rediriger vers un serveur à nous. Ensuite, on va faire du bypass certificate verification, c'est-à-dire qu'on va montrer que derrière, bon, le TLS n'est pas forcément bien implémenté chez eux. Là, on va reprendre ce qui a été trouvé par Amberwolf et nous aussi, c'est-à-dire qu'on va installer un root CA custom. Et à partir de là, en fait, on peut exploiter une vulnérabilité, vulnérabilité sur l'embedded browser et ou utiliser ce que fait Amberwolf, délivrer un update malveillant, en fait, avec un MSI qui est possible, vu qu'on a installé un root CA. Donc les deux CVE qu'on va parler, il y a la 5921, donc celle qui est sur le bypass certificate, et la CVE, alors, qui était toute récente, elle est sortie il y a un mois et demi, qui se base sur les problèmes d'embedded browser. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans la CVE, on parle de bypass certificate. Alors ce qui est intéressant, en fait, c'est que si on regarde bien l'article d'Amberwolf, cette partie-là est ici. C'est-à-dire que derrière, il vérifie, le package vérifie uniquement si le certificat, enfin si le CN du certificat de signature de l'update contient Palo Alto. Nous, voilà, c'est un peu différent. Donc cette partie-là, en fait, bon, j'ai que 25 minutes, donc c'est un peu court, donc ça ne sera pas vu aujourd'hui. Donc on va attaquer par la première vulnérabilité sur les embedded browsers, donc la CVE 2025-0118. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que lorsqu'on va se connecter sur un portail, si on délègue l'authentification à un IDP, bah, on a la mire de login. Alors ici Michelin qui démarre. Donc on met les identifiants, le 2FA, etc. Et voilà. Donc à gratter un petit peu, en fait, c'est un embedded browser, on pourrait dire que ça se base sur du Edge ou quelque chose comme ça, en fait, quelque chose de plus moderne. En fait, c'est les anciens composants, pour ceux qui ont fait du .NET, qui se basent sur IE. Oui, IE n'est pas mort, malheureusement. Donc ici, on a, enfin, je sais qu'Auvergnat, c'est quand même assez jeune, etc. Donc, bon, on va se rappeler un petit peu des anciennes mécaniques, donc ActiveX, voire les HTA. Donc ActiveX, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, voilà comment on codait il y a longtemps. Ça ressemble un petit peu à du Visual Studio, mais il y a un petit peu avant. Donc voilà comment on faisait des contrôles ActiveX un petit peu avant. Donc c'était assez bien, finalement c'est assez simple. Donc voilà, c'est des bouts de code en fait natifs qu'on intégrait. Ça ressemble un petit peu à Flash, etc. Donc ça rentre dans le détail. Chose qui est intéressante, ça, il y en a qui ont peut-être connu ça aussi, c'est que en fait, Internet Explorer a des politiques de sécurité en fonction de où on se trouve sur le réseau. Donc en fait, on définit en fait le niveau de politique de sécurité en fonction si on se trouve sur l'intranet, le local intranet, les trust sites sont définis, et les restricted sites. Alors, là, j'en souviens plus, hein, mais c'est concrètement. Alors vu qu'on a empoisonné le DNS et qu'on peut rediriger sur une adresse qui serait dans le même réseau, bah, étonnamment, on se retrouve dans le local intranet. Donc en fait, par défaut, on a un security level qui est en medium low. Donc on voit ici que les unsigned ActiveX control oui, ne seront pas téléchargés. Donc bon, après, quand on maîtrise la route CA, c'est pas trop un problème finalement. Et derrière, donc on peut lancer l'ActiveX et on peut avoir des éléments signés. Alors nous, on a montré que derrière, alors on est un peu flemmard et on n'a que 2 semaines, donc on ne s'est pas amusé à redévelopper des contrôles ActiveX. C'est voilà, quelque chose. Mais concrètement, en récupérant des ActiveX connus, etc., en fait, on avait ce message d'erreur-là. Donc en fait, c'est juste que la signature n'était pas comprise chez nous, mais on a montré qu'on pouvait montrer faire de l'ActiveX. Bon, on s'est dit, c'est sympa sur la démo, mais on voudrait quelque chose de plus percutant. Donc on a essayé de trouver une autre technologie, en fait, derrière, qui permettait d'avoir la RCE. Donc on a utilisé les HTA. Donc les HTA, en fait, c'est tout simplement de l'HTML avec du JS. Alors attention, c'est pas du JS, c'est du JavaScript comme on l'entend, c'est du JScript. Donc un langage un peu différent en fait. C'est à peu près la même syntaxe, mais pas du tout pareil. C'est du langage qui s'exécute sur les machines Windows. Donc il n'y a pas de restriction, etc. Donc ça ressemble, je vais vous montrer le code, ça ressemble très fortement un peu à PHP, c'est-à-dire qu'on met directement les instructions système dans le HTML. Donc c'est utilisé, alors ça je pourrais voir avec nos collègues de la Blue Team, mais les JScripts sont quelque chose qui a été utilisé depuis assez longtemps en fait, dans le malware. Et derrière, on n'a pas trop de soucis de se faire valider un site vu qu'on contrôle la route CA. Donc un petit exemple, voici un code
qu'on a utilisé nous pour faire popper une calculette en fait dans notre exploit. Donc c'est tout simple, hein. Alors il y a un new ActiveX object, d'où le script shell, run, et là on met un cmd /c calcx. Tout simple, le but c'est pas de révolutionner, mais concrètement nous on a montré que ben, lorsqu'il a voulu se connecter, ben, en one click en fait, ben, derrière on peut faire une calculette. Alors là, on est sur une calculette qui ne tourne pas en système, mais qui est sur le userland. C'est déjà pas mal, mais on n'est pas de système. Donc ça, c'est sur la première partie qui est un peu en dehors sur l'embedded browser. La seconde partie, c'est la partie la plus intéressante, en fait, c'est où on arrive à compromettre une machine sans que l'utilisateur s'en rende compte, en voulant se connecter directement sur un asset qui est censé être protégé. Donc la première chose, c'est on a assigné un DNS particulier, en fait, notre DNS, sur un serveur DHCP. Donc à Michelin, on a un peu les moyens en fait, et on est un peu simple. On n'a pas fait du routeur très simple. On avait un routeur, enfin un switch Apple. Donc ça se fait en 3 clics. C'est simple. C'est vieux, mais ça marche. Donc concrètement, on a mis le serveur DNS qui correspond en fait à une autre machine qui était la machine exploitante. Donc c'est pas vraiment un gros problème ça. C'est-à-dire que dans un hôtel, ça pourrait, lorsqu'on connecte un Wi-Fi, on pourrait tomber un serveur DNS. C'est pas un si gros problème sur de l'HTTPS parce que si on essaye d'un peu de tricher et dire bah, je suis le serveur Google, bah, derrière sur HTTPS, on aura nos navigateurs modernes vont nous dire attention, cette connexion n'est pas privée, problème de certificat, etc., etc. Il y a d'autres protocoles où c'est moins le cas, ou des clients où c'est un peu moins le cas. Si vous avez déjà fait du SSH, si le serveur change, etc., vous avez un message un peu d'alerte, et bon, vous faites comme tout le monde, vous dites oui, oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est pas bon. Donc c'est pas si dramatique que ça. Donc généralement, pour les clients VPN qui sont un peu plus sécurisés, en fait, ils forcent, pour éviter ce genre de déconvenus, ils forcent un serveur DNS connu. Ça peut être du Google, etc. Donc ça veut dire que derrière, pour récupérer cette config, tu peux pas trop hijacker et donc tu récupères, enfin, on va dire, une valeur qui peut être à peu près trustée. Donc ça, c'est normalement. Bon, ici, ce n'était pas le cas. Donc en fait, avec notre configuration DNS, en fait, on a fait, c'est la gateway, c'est nous en fait. Donc c'est-à-dire que tout le trafic qui va être envoyé sur le portail des gateways va passer par notre machine. Donc par défaut, en fait, alors on a un message comme sur du serveur, sur une application web en fait et un browser. On va nous dire, bah, votre certificat, il est un peu bizarre. Ok. La première configuration, il disait, bah, est-ce que vous voulez y aller? Oui ou non. Donc ça, c'était la configuration par défaut. Donc nous, on s'est dit, bah, c'est déjà pas mal parce que lorsque tu vas bloquer un employé, parce que tu vas lui dire bah, plusieurs fois, tu peux te connecter, mais tu peux pas. Je n'ai pas de chiffre en tête. Moi, je suis sûr qu'à 90%, les gens, ils vont faire un proceed anyway et ça va marcher. Donc Palo Alto, lorsqu'on a remis ça, ils ont dit, non, mais ça, on a une solution, on peut hardonner pour dire qu'on ne peut pas bypasser l'erreur certificat. Donc on se dit, mince, il faut qu'on trouve une autre façon. Donc, un peu l'idée qu'on a eue, en fait, c'est qu'on a pris le binaire. Bon, on l'avait fait avant aussi, mais on l'a décompilé. Donc là, on a un petit peu d'éléments. On a récupéré un peu les messages. Donc, pour information, on est sur un binaire qui fait à peu près 150 mégaoctets. Alors, pour le PAN GPA, il y a le service extérieur. Il n'y a pas de symbole. Pour ceux qui ont fait du reverse, c'est un peu compliqué. Donc, tout est en mode underscore et l'adresse de la fonction, etc. Donc, derrière, heureusement qu'il y a les chaînes de caractères qui correspondent au log. Mais derrière, en fait, on est tombé sur cette instruction-là. Ça va tester. Alors, le para 1, on a montré que c'était l'URL, en fait, l'URL, et on s'est dit, tiens, est-ce que ça contient prelogin.esp? Et là, on s'est dit, oh non, c'est pas possible. Il vérifie que le certificat que sur la première mise de connexion. On s'est dit, non. Bon, on va quand même tester, hein, au cas où. Ben, en fait, oui, malheureusement, c'était le cas. Donc en fait, si on reprend un peu le workflow d'utilisation en fait, de Palo Alto, donc il y a un pré-login qui est fait. Donc le pré-login va descendre un peu la configuration sur comment on s'authentifie au portail. Donc derrière, on part sur la fédération de login. Donc là, c'était bien checké, il n'y a pas de souci, on ne pouvait pas bypasser. Ensuite, il fait un post SAML SPACS qui va prendre le token qui est donné par l'IDP. Donc là, on peut le bypasser aussi, mais c'est un one-click parce que c'est dans l'embedded browser et il faut que le valider. On s'est dit on peut faire mieux. Et en fait, derrière, il y a le endpoint getconfig.esp qui lui va descendre la configuration utilisée par le client VPN. Et là, bah, il ne vérifie pas, tout simplement. Donc, bon, on s'est dit chouette, c'est bien, mais en fait, il faut savoir l'exploiter.
parce que derrière, couper du trafic TLS chiffré, etc., c'est pas si simple que ça. Donc on s'est posé la question avec Yacine, bah, ok, comment on fait pour dire les premiers flux, en fait, où tu le laisses passer en proxy transparent, et à un moment donné, tu dis clac, tu rediriges tu sais que tu vas rediriger vers les villes gateway, enfin les villes portail, à ce moment-là. Sachant que, comme c'est du flux chiffré, on ne voit pas l'URL, on ne voit pas cet élément. Donc on est parti sur une solution à la librairie Python Twisted, ici. Et en fait, on s'amuse à compter le nombre de hello, de TLS hello, en fait, qui se passe. Et au bout du quatrième, je crois que c'est ça, bah, en fait, on dit, on stop, et là, on redirige le flux, en fait, vers notre serveur malveillant. Donc ça a pris un peu de temps. Alors merci ChatGPT quand même pour servir ça, parce que derrière, on est un peu comme tout le monde. On s'est dit, on a ce problème-là, comment on fait? Et ChatGPT nous a donné un peu les images. Alors on a retouché le code, mais concrètement, on a gagné énormément de temps là-dessus. Donc là, on va reprendre un petit peu. On a réussi à descendre une configuration arbitraire sur le client VPN. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors on a un peu remarqué ça, c'est Amber Wolf l'a aussi remarqué. C'est-à-dire que dans la config XML, en fait, on peut installer des routes CA, en fait, des Certificate Authority sur le système. Bon, la route CA, ça permet en fait de valider qu'un certificat en fait est valide. C'est-à-dire que si avec une route CA que je maîtrise, je fais un certificat pour www.google.fr, bah, le système va dire OK, le certificat est bon. Donc une fois qu'on l'a mis en fait sur l'étagère, ben, c'est un peu le problème en fait. C'est que là, on le voit ici, bah, avec notre serveur un peu malveillant, en fait, on arrive à descendre en fait un route CA au niveau de la machine. Donc c'est-à-dire que c'est même pas au niveau de l'utilisateur, parce qu'il y a enfin, deux key stores, il y a deux magasins, un user et un machine. Ben là, on voit que derrière, on a le CERT Pentest CA qui est tombé. Donc pour un VPN où c'est censé chiffrer la connexion, etc., si on arrive à descendre une route CA, c'est un peu problématique, parce que là, rien que là, sans parler de RCE, d'évolution, en fait, c'est-à-dire que tout votre trafic qui passe par Internet, bah, nous, on met un burp derrière, enfin, un proxy man in the middle, c'est game over. En fait, on voit votre trafic. Donc les mots de passe, les cookies, etc. Donc pour un VPN qui est censé chiffrer, bon, c'est un peu en dehors. Donc là, ça a été un peu le début de la fin, en fait. Là, c'est la catastrophe totale. Donc déjà, même sans parler de RCE, déjà, c'est pas bon, en fait. C'est-à-dire que là, imaginons vous avez du Palo Alto sur votre machine, vous vous connectez au Wi-Fi, bah, derrière, nous, on trace exactement tout ce que vous faites sur Internet. Et pas uniquement le DNS, hein, qui va dire vous êtes allé sur le bon point, sur le site de l'UCA, etc. On voit tout votre trafic. Donc ça, c'est assez transparent, en fait. Donc rapidement, une petite démo. Derrière, alors, ça a marché. Voilà, on utilise Reprono pour recorder. Donc concrètement, là on montre, là c'est sur la machine, on veut montrer qu'on avait la NS Lookup, on est sur un CERT offensif, en fait, sur un Wi-Fi malveillant, et on voit bien que derrière, bah, ça a bien, sur un client Windows 11 classique, ça a bien pris la config DHCP. Donc là, je veux montrer qu'il n'y a pas notre certificat, on ne triche pas. Donc concrètement, il va se connecter en fait directement. Donc là, configuration Michelin standard. Il va nous dire, bah, voici votre mire de login. Donc là, tout est propre. Enfin, il n'y a rien qui différencie d'une tentative de connexion normale. On a du 2FA parce que Michelin est quand même très sécurisé, donc il n'y a pas de souci. Donc là, c'est un peu long, mais je suis obligé de valider la connexion avec mon téléphone. Mais concrètement, derrière, hop, là, ça vous dit, ouais, c'est bien, vous êtes connecté, etc. Donc je vais montrer que derrière, bah, tant qu'on le demande, bah, on va faire un update. Et on voit que derrière, il y a le Evil Cert qui est dû tomber. Voilà, le Evil Cert correspond à notre certificat. Donc là, on s'est dit, en force, on dit, bah en fait, non, t'es pas bien connecté, il faut que tu te reforces la connexion, en fait. Donc, bah oui, la parcelle n'a pas marché, etc. Et là, par contre, comme on a les villes routes CA, bah, du coup, avec la page la page de login, on a mis le HTA qu'on a montré tout à l'heure, et on a la calculette qui est popée. Donc là, on est toujours en userland, ça ne bouge pas, en fait. Mais derrière, on a les mécanismes avec forcer la mise à jour du client avec un binaire qu'on maîtrise en fait et qu'on a signé. Et donc du coup derrière, on peut avoir le contrôle total de la machine. Donc en termes d'impact, pour moi,
c'était assez sensible. Euh, Carrément, en fait. Donc, dans le train, etc. Là, on a mis le code que je vous ai montré, c'est la première version qui est assez simple. Alors, on a des versions un peu plus évoluées qui va directement scanner, enfin, qui marche pour toute gateway derrière, pas forcément celle de Michelin. C'est-à-dire qu'on reçoit un DNS, une requête DNS. Nous, on va vérifier si c'est une gateway Palo Alto. Si c'est ça, on l'empoisonne ou pas. En fait, on s'amuse un petit peu. Donc, on met ça à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, à mon avis, on pouvait s'amuser un petit peu. Et c'est assez transparent. Hop. Donc, rapidement, je suis à peu près dans les temps, même un petit peu en avance, pour une fois qu'on ne déborde pas. Donc, c'est là où c'est un peu plus dramatique, en fait. Alors, on m'a conseillé de ne pas dire de mal de Palo Alto, donc je ne l'ai pas dit de mal de Palo Alto. Des vulnérabilités, ça arrive à tout le monde, même aux plus grands. Donc là, c'est un peu la timeline de la disclosure. Donc, nous, on a fait le pentest en janvier 2024, à peu près. Donc, on a eu des rejeux, des échanges pour des configurations, parce que derrière, là, je vous ai montré la démo sur une configuration, à dire state of the art. Les premières configurations étaient un peu plus légères, donc permettaient de bypasser, etc. Donc, on a envoyé les rapports, etc. On a eu des meetings, etc. Donc là, on arrive en juillet, septembre. On a eu des premières versions qui ont été soumises avec des correctifs qu'on a bypassés, etc. Et la vulnérabilité sur celle-là, la 5921, a été publiée en novembre. Ils ont fait une draft publication pour les autres vulnérabilités. Et en fait, en mars, du coup, il y a même pas 3 semaines, derrière, ils ont fait la CVE, alors la 118 qui correspond à celle que je vous ai montrée sur la Muddy Browser, et la 117 qui est sur des Privesc en interne. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de l'installation de route CA, même s'ils validaient certaines choses, derrière, il y a quand même toujours des scénarios qui existent sur de la Privesc. Donc, bon, après, c'est un risque un peu moins fort, hein, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir le pied sur la machine, etc. C'est un peu différent. Donc, si on résume un petit peu le scénario, en fait, c'est-à-dire que vous vous connectez sur un réseau Wi-Fi lambda, ou même pire, on va dire en prendre le pire scénario, un État à la main sur un routeur où le trafic passe, finalement, ils sont capables de compromettre votre machine, en fait, directement, sans que vous le voyez et de manière transparente. Alors nous, en plus, en post-exploit, c'est pas notre métier, c'est un peu compliqué, on n'est pas parfait, mais si on laisse la main à des gens qui font que ça peut être vraiment très silencieux, etc. Chose importante, c'est qu'il y a toujours des scénarios quand même de LPE, donc les protocoles de IPC, par design, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est-à-dire que les requêtes web sont faites par le PAN-GPA, qui est l'application qui est lancée en userland. Elle envoie des données de configuration au service privilégié. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une relation de trust qui est faite. Donc, généralement, c'est pas bon en fait. C'est-à-dire que derrière, la configuration, elle passe par le process userland et est envoyée après au serveur privilégié, au service privilégié. Donc, dans tous les cas, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, il faut ils sont en train de retravailler un petit peu sur comment ils font ça, mais il y a encore du taf. Donc, j'ai 1 minute d'avance. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, alors on a commencé en fait avant de passer par les bypass, etc. On a essayé de comprendre comment marchait l'application. Donc ce qu'on avait fait, c'est on avait proxifié tous les flux de sortie via un outil qui s'appelle Proxifier et on l'a fait passer par un burp. Donc burp permet de faire du proxy man in the middle et on a vu que dans les configurations derrière il y avait des informations comme des routes CA, il y avait d'autres éléments, il y a les gateways aussi parce qu'il y a enfin, il y a les IP où on va rediriger le trafic VPN, etc. Enfin, et là, on s'est dit déjà, par design, il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire que là, on a un binaire qui va récupérer et faire transiter cette information vers un service, alors que derrière, bon, il faut qu'il y ait pas, faut qu'il y ait une notion de trust qu'il n'y avait pas. Pareil pour la configuration, il n'y avait pas de signature. Généralement, ce qu'on pourrait faire, l'un des moyens qu'on avait proposé à Palo Alto, c'est lorsqu'on fait descendre une configuration, on la fait signer par une autorité de certification Michelin, par exemple, pour dire cette configuration, elle a été vraiment providée et donnée par Michelin, elle n'a pas été altérée, chose qui n'avait pas été faite. Donc rien qu'avec ça, déjà, on s'est posé les questions de dire, bon, il y a déjà des vulnérabilités. Sur les interprocess, il y en avait d'autres, les LPE. Donc pour l'instant, on était resté là. On aurait trouvé que des local privilege escalation sur Palo Alto. Nous, on aurait déjà réussi notre mission, entre guillemets.
Donc voilà, et on a continué à gratter. Enfin, on a passé 2 semaines à temps plein là-dessus, plus plein de journées à côté où on a rebasculé, retesté, etc. Donc voilà, à peu près. Non, 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 ils disent pas. En fait, c'est assez compliqué en fait. Alors, de manière plus générale, en fait, nous, on a une équipe, c'est une équipe Michelin, on fait du pentest et un peu de recherche en vulnérabilité sur les outils qu'on veut mettre en place au sein de Michelin. D'ailleurs, on a une relation qui est un peu différente que par rapport à un Synactive, un Doyen Sec ou autre, où c'est des cabinets plus ou moins indépendants, où ils ont une relation un peu d'égal à égal. Nous, on est quand même clients chez eux, donc ils ont une posture un peu différente, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas trop montrer qu'ils sont vulnérables, etc. Donc c'est voilà, derrière, ils n'ont pas dit quand ils avaient introduit ça, mais quand on voit la tête du code, en exerçant, on voit un petit peu comment c'est fait. Il y a quand même pas mal de legacy, donc le camp. C'est rare, hein, c'est rare. Alors, ils disent quelles sont les versions qui ont été affectées, mais franchement, là, on les a trustées. Entre guillemets, nous, le but, c'est que les prochaines versions soient fixées, que derrière, que la version il y a 3 ans soit vulnérable ou pas. Après, il y a du end of life, etc. Enfin, nous, on se pose pas de questions. Déjà, que ça nous prend beaucoup de temps de reverser la version actuelle. Si on devait faire la même chose pour toutes les versions, bon, non, on n'a pas fait. Non, 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 mais après, ce type de vulnérabilité, enfin, ça aurait été détecté, quand même, enfin, ce genre de 0D, quand même, lorsqu'elles sont utilisées, elles ont une durée de vie assez limitée, donc voilà. Et des fois, bon, c'est quand même difficile de tout vérifier, quand même. Mhm. Je laisse la main à Maxence.